Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le deuxième live de l'année côté Faro. Et pour l'occasion, on a un invité, en la personne de Jean-Pierre. Tu vas bien? Salut Alexis, ouais, ça va bien. Salut à tous. Enchanté, ravi de rencontrer tout le monde ici connecté. Ouais, donc Jean-Pierre fait partie de Zelic. Et tu peux quelques mots juste pour présenter Zelic? Ouais, bien sûr, mais je suis l'account exécutif du marché international Zelic. Zelic, c'est une plateforme tout en un développée spécialement pour les sales. Alors, c'est voilà ce que nous on fait en quelques petits mots. Ouais, top. Et pour ma part, donc je suis pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'un des 3 associés de Faro. Faro qui est une plateforme dédiée sur le marché français, pas encore international, dédiée sur le marché français, où on va réunir beaucoup d'informations sur les sociétés et les prospects, vous permettre de pouvoir les enrichir et ensuite exporter ces données vers vos solutions de sales automation ou vos CRM. Est-ce que vous nous entendez bien? Je vois qu'il y a déjà du monde sur le chat, mais est-ce que vous nous entendez correctement? Ah, on demande déjà le bel accent, ton bel accent, Jean-Pierre. Tu veux peut-être expliquer? Bon, j'explique. Voilà, j'ai un nom très très français. Par contre, je suis né au Mexique. Mon père est français, ma mère est colombienne. Alors, ouais, vous m'excuserez si j'ai quelques petits mots ou quelque chose de bizarre, c'est ça. Viva Mexico, voilà. Voilà, exactement. Ça fait du bien un petit peu aussi, un petit peu d'accent. Euh, Exact, ça change. Au top. Donc, le but aujourd'hui, ça va être de parler d'Outbound, l'Outbound 2024. Donc, on va tracer différentes choses dans ce guide, des choses qui sont un peu des essentiels, mais qu'il faut rappeler, des choses qui sont nouvelles, même en termes d'organisation. Et puis, on terminera avec l'approche vraiment multicanal que forcément Jean-Pierre représente, avec les tips, les astuces qui sont nécessaires pour le mettre en place, et puis un exemple de template de séquence. Et évidemment, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à l'intérieur du chat, que ce soit dans la discussion ou même dans la partie questions. Il y en a certaines qu'on reprendra peut-être en direct si le flux le permet. Et puis sinon, on conservera forcément un moment en fin de présentation pour répondre à l'ensemble de vos questions. C'est tout bon, on peut commencer? T'es prêt, Jean-Pierre? Allez, ça roule. Allez, on va partir et on va vous présenter. Donc, je pense que vous voyez la presse, mais je veux bien que tu me confirmes, Jean-Pierre, si c'est bien le cas. Je vois bien de mon côté. Ok, super. Donc juste au sommaire, on va commencer par parler par un thème qui n'est pas du tout funky, mais qui est vraiment ultra nécessaire, qui est la délivrabilité. Gros mot, mais c'est un enjeu en 2024 d'avoir une délivrabilité qui est vraiment au top. Au top pour plusieurs enjeux, notamment les modifications Google. On va en parler, aborder quelques minutes en tout cas sur ce sujet. Le sujet de la segmentation, qu'on représente à travers Faro, mais qui est un sujet encore plus actuel, encore plus nécessaire aujourd'hui, où sans segmentation, ça ne sert à rien, tout simplement. La prospection ne sert pas à grand-chose. Une notion d'organisation. Je vais vous partager l'organisation que nous, on met en place chez Faro pour 2024, notre manière de travailler sur nos Sprint Outbound et la nécessité d'avoir un copywriting qui soit encore plus soigné dans cette année 2024. Et comme je disais, terminer sur les notions de multicanal. Donc pour commencer, premier sujet, c'est la délivrabilité. Gros mot, donc DKIM, démarque, SPF, c'est ultra nécessaire. Si vous ne l'avez pas encore mis en place, que vous pensez que ce sont des gros mots, faites-le. En fait, il faut vraiment que vous puissiez avoir mis en place ces 3 données-là, parce que c'est ce qui permet de vérifier que vous n'usurpez pas l'identité de quelqu'un et que les emails que vous envoyez sont bien envoyés par vous-même, par vos domaines. Donc ça, c'est ultra important. C'est pas une vue de l'esprit. Donc même si vous l'avez pas mis en place, que vous savez pas comment faire, ça vaut le coup de dépenser même une demi-journée avec un freelance pour qu'il le mette en place pour vous. Et ensuite ça roulera. Deuxième élément, c'est l'intérêt d'utiliser une solution dédiée à l'outbound. Hein. Ça, c'est vraiment un point qui est intéressant. On a Jean-Pierre qui représente Zelic aujourd'hui. Donc, c'est intéressant d'avoir une solution qui est dédiée sur ces sujets parce qu'il y a des spécificités à l'outbound et il faut que la solution puisse le prendre en considération pour s'adapter. Et dernier élément qui est clé sur la partie délivrabilité, c'est évidemment le warm-up des adresses. Au départ, on avait un discours sur le warm-up, c'est-à-dire le fait de faire chauffer les adresses qui était plutôt même de 7 à 10 jours. On a tendance à penser que maintenant, tout simplement, il faut avoir un warm-up qui est un peu plus long, qui dépasse les 15 jours, et si on veut être très prudent, qui dépasse les 3 semaines. C'est-à-dire 3 semaines pendant lesquelles une nouvelle adresse que vous utilisez pour la prospection progressivement monte en volume avec des envois pour rassurer les fournisseurs email
enfin les prestataires email, comme quoi vous avez une adresse qui est correcte et qui ne cherche pas à faire des choses interdites. On pose la question de MailReach, on reviendra peut-être sur MailReach. MailReach, c'est un outil pour comment dire, vérifier, pour warm-up. C'est un bon outil que nous on utilise chez Faro, donc qui est plutôt très bien. Il y en a d'autres, il y a l'Mwarm sur le sujet. Deuxième sujet aussi, mais qui est très lié au taux de découverte des emails. Donc, il y a cette mouvance aujourd'hui avec l'enrichissement en cascade à vouloir avoir un taux de découverte qui est très élevé sur les emails. C'est une bonne chose. Je pense que c'est un bon prérequis d'arriver à avoir le maximum de prospects enrichis avec leur email. Néanmoins, j'insiste sur ce point, c'est pas le volume, le taux de découverte, c'est un critère, mais c'est surtout les emails absolument sûrs qu'il faut prendre en compte. Donc, double vérifier l'ensemble de vos emails. Ne prenez pas de risque dans cette année 2024 à envoyer des emails dont vous n'êtes pas complètement sûr. Passez un outil comme ZeroBounce, comme NeverBouncer, il y a beaucoup d'outils sur le marché qui sont présents, qui font ce travail, peu intelligent mais nécessaire. Et ce qu'on résume par ce sujet, c'est tout simplement qu'il vaut mieux avoir un taux de découverte des emails qui est un tout petit peu plus faible, mais des emails qui sont 100% sûrs, plutôt que d'avoir un gros taux de découverte d'emails avec un petit pourcentage d'emails qui ne sont pas sûrs. Parce que ça va être plus dommageable pour votre réputation et ensuite ça va vous prendre du temps de pouvoir rattraper le déficit de réputation que vous aurez effectué avec cette démarche. Qu'est-ce que je veux dire par double vérifier? C'est tout simplement que vous avez souvent un premier outil d'enrichissement. Alors, il y a Drop Contact qui peut être présent, il y en a d'autres. Hein. Il y a Better Contact aussi qui fait de l'enrichissement en cascade. Je pense que tu en as d'autres aussi, Jean-Pierre, sur tes marchés qui sont présents, très probablement. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont présents. C'est tout simplement ensuite de passer un deuxième outil sur l'email qui a été découvert pour vérifier que ce premier email est bien correct. Voilà, que c'est bien une chose qui a été effectuée. Et c'est une étape qui est une étape supplémentaire, mais qui est vraiment, vraiment nécessaire. Alors, on va aborder tout de suite les modifications qui sont liées à Google. Donc, à partir du 1er février 2024, Google met en place des évolutions avec une logique majoritaire qui est de diminuer au maximum le fait qu'il y ait des usurpateurs, pardon, il n'est pas facile ce mot-là en français, usurpateurs d'identité qui envoient des emails à la place d'autres personnes qui ne l'ont pas souhaité, et tout simplement d'avoir de plus en plus un contenu d'email dans les boîtes de réception qui soit de qualité. C'est ça la logique un petit peu qui se cache derrière les modifications Google. Ça signifie qu'il va falloir maintenir un taux de spam extrêmement bas, avec un taux de spam qui est inférieur à 0,3% du volume d'email que vous envoyez. Vous voyez, il faut avoir un taux de spam très faible. Ça signifie aussi que Google va être assez regardant sur le fait que vous puissiez avoir des liens de désinscription à l'intérieur de vos emails, ou si vous envoyez moins de 5000 emails, au moins avoir une démarche très rapide de pouvoir se désinscrire à l'intérieur de vos campagnes. C'est un point sur lequel Google rattrape ce qui se passait déjà sur le marché français, un peu avec la CNIL, dans lequel voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire. Ces modifications Google, elles vont traiter les gens de deux manières différentes, avec d'un côté des sociétés qui envoient plus de 5000 emails par jour, et de l'autre côté des sociétés qui envoient moins de 5000 emails par jour. Donc des gros senders et des senders plus petits. Attention, sur ce volume de 5000 emails par jour, c'est pas au niveau d'une adresse, c'est vraiment quasiment au niveau d'un domaine. Même si vous utilisez des sous-domaines, c'est sur l'ensemble du domaine. Donc, c'est vraiment, si vous avez 3 personnes, 4 personnes à l'intérieur de l'équipe, l'ensemble des emails qui sont envoyés par ces personnes sont décomptés dans ces 5000 emails par jour. Donc, ça veut dire qu'on va avoir, bon, il faut déjà l'atteindre, hein, 5000 emails par jour, on est déjà sur une bonne organisation quand même, hein, ça va pas concerner tout le monde quand même. Donc, logiquement, TPE, PME, vous ne devriez pas être trop touché par ces modifications, mais vous le serez par contre par le taux de spam. Et il y a une idée qu'on faisait déjà passer, qui était déjà présente à l'intérieur de nos contenus, qui était l'idée de faire progresser progressivement, enfin de faire progresser tout simplement les volumes d'envoi petit à petit. J'ai mis une petite capture d'écran, on pourra vous envoyer le lien plus tard de l'ensemble des consignes qui ont été fournies par Google et qui est très clair là-dessus, c'est-à-dire des envois réguliers, pas d'envoi massif. Donc ça veut dire que justement, si vous utilisez une solution qui n'est pas dédiée à l'outbound, vous aurez forcément un envoi massif qui sera prévu. Enfin, c'est souvent le cas. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'avoir des petits envois réguliers à des intervalles peut-être même parfois aléatoires en fonction de vos campagnes et de faire monter ces volumes petit à petit. Si vous êtes impatient sur les volumes, ça ne fonctionnera pas. Vous allez vous faire attraper potentiellement par Google. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à cette étape, Jean-Pierre. En tout cas, hésite surtout pas, c'est des choses sur lesquelles je ne suis pas clair.
Top. Ouais, non, c'est super clair pour l'instant. Alors, je te laisse continuer. Là, Au j'ajouterai top. quelque chose après. Évidemment, c'est un sujet qui est important, la délivrabilité. Donc, comme c'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui est à piloter. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut la surveiller chaque semaine. Donc, pour ça, nous, on donne deux astuces, deux outils qui sont intéressants. C'est Glowcaps d'un côté, qui vous permet de savoir si vos emails sont bien en inbox en fonction de la boîte email. Je sais que MailReach aussi le fait. On l'a aussi testé chez eux. Ça fonctionne plutôt bien. Donc, de vérifier comme quoi vous apparaissez bien en inbox côté Google Workspace, côté Outlook. Et un autre outil qui est un outil gratuit fourni par Google qui s'appelle Postmaster, dans lequel vous pouvez insérer votre domaine et vous allez pouvoir surveiller votre taux de spam au fur et à mesure, donc avoir les alertes. L'idée étant toujours de le garder entre 0,1% et 0,3%, voilà, pour ne pas être embêté par nos amis de chez Google. Donc voilà pour ce premier pavé sur la délivrabilité. L'intérêt, c'est vérifier que tout simplement vos emails vont pouvoir être reçus par vos prospects, qui vont bien atterrir en inbox. Et pour ça, donc, ça nécessite un petit peu le travail qu'on a pu voir en amont. Deuxième sujet, c'est un sujet qui est proche, qui est celui qu'on traite avec Faro, qui est le sujet du ciblage. Discours qu'on avait déjà depuis pas mal de temps, et le temps est en train de nous donner raison là-dessus. La prospection, ça ne sert à rien si on ne cible pas. Donc il y a une notion de segmentation qui est très très forte et qui s'inscrit aussi avec la baisse des volumes qui est orchestrée par Google. Je vous ai donné, je parle pas de segmentation, je ne vais pas vous donner des tips de segmentation, d'exemples de filtres. On l'a fait dans d'autres webinars et c'est pas lieu aujourd'hui. Je vais essayer simplement de vous donner 3 éléments avec lesquels nous on travaille pour créer nos campagnes. 3 éléments qui nous permettent de reproduire des choses. Le premier, c'est toujours d'analyser les données de nos clients, c'est-à-dire qu'on regarde toujours mois M+1, les données qui sont arrivées, enfin les clients qu'on a pu générer pendant le mois précédent, et de voir qu'est-ce qui rend ces clients un petit peu uniques, qu'est-ce qui les caractérise, donc en termes de taille d'entreprise, en termes de secteur, événements vécus, âge des interlocuteurs, bref, d'avoir vraiment une vision très claire de qui sont nos clients sur ce mois précédent, et ça nous permet de reproduire des campagnes identiques. C'est toujours une notion qui est importante en acquisition, c'est que l'acquisition, c'est tout simplement la reproduction de choses qui fonctionnent. C'est pas toujours d'aller chercher quelque chose de nouveau, pas toujours d'aller chercher des hacks qui sont nouveaux. Ça vous défocus un petit peu tout ça. C'est vraiment tout simplement d'arriver à pouvoir recréer des choses qui fonctionnent et puis tout simplement les reproduire à plus grandes échelles. Accentuer, reproduire, accentuer, reproduire. Si vous n'en êtes pas à cette étape d'avoir un volume de clients qui est suffisamment important, vous avez une autre astuce qui fonctionne bien, c'est tout simplement d'aller voir les clients des concurrents qui vous semblent pertinents sur votre marché et de regarder qui sont leurs clients. Et pareil, vous reproduisez la même mécanique, taille d'entreprise, événement, type de poste, à qui ils sont en train de parler, et ça vous donne des astuces pour avoir tout simplement les clients que vous pourriez cibler sur le mois suivant. Et un dernier aspect qui est de plus en plus présent sur le marché aussi, c'est l'aspect account-based, pour reprendre une expression plus américaine. Donc, c'est travailler en partant d'une notion d'entreprise, tout simplement, et plutôt que de prospect. Vraiment, le point d'entrée, ça reste premièrement l'entreprise, et ensuite, une fois qu'on a son entreprise, on va arriver jusqu'à la notion de prospect à l'intérieur. On va toucher un tout petit peu, Edouard, pour reprendre la question de l'ABM. Je vais en parler un tout petit peu avec les sujets de segmentation, mais pour un sujet dédié sur l'ABM, ça nécessite plusieurs heures quasiment de travail dessus pour avoir un vrai plan de séquence, mais on va toucher quelques thèmes qui vont s'en rapprocher. Alexis, Ouais. Excuse-moi, je voulais seulement confirmer depuis côté sales aussi l'importance de la segmentation, puisque tu as bien mentionné les différentes façons de segmenter. Je crois que c'est hyper important parce qu'il n'y a rien qui peut être plus frustrant du côté sales que d'avoir une réunion avec quelqu'un pendant 1 heure et te rendre compte à la fin qu'en fait, c'était pas la bonne personne puisque le ciblage n'a pas bien été fait depuis le début, depuis marketing, les BDR, SDR, etc. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est super important de faire très attention de ce côté-là. Ah, c'est clair. L'alignement entre le marketing et les sales, si le ciblage n'est pas effectué, c'est une catastrophe. Et vous perdez la confiance de l'équipe sales si effectivement, tu te retrouves en démo à présenter tes élites à quelqu'un qui n'a absolument pas besoin de ce que tu es en train de lui présenter. Et alors que tu pourrais passer du temps avec d'autres prospects qui seraient ravis que tu les aides. Ouais, exactement. Clair, c'est plus productif pour tout le monde, pour la boîte, pour toi comme sales, etc. Alors, ouais, il faut vraiment faire attention de ce côté-là. C'est clair. Effectivement, Edouard, tu as raison, c'est de la pêche à la ligne. On est de plus en plus de ça. Donc, le ciblage, activité chirurgicale. Donc, on fait moins, mais on fait mieux.
tout cas. C'est vraiment l'intérêt, c'est la logique de la prospection aujourd'hui, hein, en 2024. Je vais vous montrer l'organisation que nous, on va mettre en place, sur laquelle on est en train de tendre de plus en plus. C'est une organisation où on travaille sur l'acquisition en sprint et en segment. Alors, vous pouvez vous en inspirer. Je dis pas que c'est la vérité. Je dis simplement que c'est l'organisation qu'on a envie de tester et sur lesquelles, tout simplement, on a itéré au fur et à mesure sur les choses. Et c'est celle qui nous semble correcte pour pouvoir continuer à progresser. Une organisation en sprint, ça veut dire qu'on découpe tout simplement des moments dans lesquels on va pouvoir travailler sur différentes campagnes. L'idée d'un sprint, c'est d'avoir un début de projet et une fin de projet, donc vraiment quelque chose dans le temps et qui soit défini, avec à l'intérieur une phase de préparation. Donc on va préparer un sprint, on va préparer ses cibles, définir des hypothèses de copywriting qu'on a envie de tester parce qu'on a besoin de changer son copywriting à l'intérieur de cette campagne, ou définir un volume d'opportunités qui est nécessaire parce qu'on s'est mis des gros objectifs sur ce mois-ci, d'avoir un tout petit peu cette étape en tout cas de préparation. Une deuxième étape dans laquelle on va exécuter, c'est-à-dire réaliser les campagnes, laisser tourner, générer les opportunités, et puis laisser Jean-Pierre, l'équivalent de Jean-Pierre côté Faro, traiter ces opportunités. Et une dernière étape à l'intérieur d'un sprint dans lequel on va toujours avoir une étape de retour d'expérience, c'est-à-dire tirer les enseignements de ce qui s'est passé pour que le prochain sprint puisse être meilleur, savoir ce qu'on a validé, ce qu'on a infirmé comme hypothèse, que ce soit côté ciblage, que ce soit copywriting, que ce soit côté événement, trigger qu'on a utilisé à l'intérieur de nos campagnes. Bref, c'est d'avoir une organisation dans laquelle chaque mois, on n'est pas en train de reproduire les mêmes erreurs, mais plutôt où le mois suivant, on a toujours un tout petit peu mieux que ce qu'on avait avant. C'est l'idée un peu de n'importe quel sujet, c'est-à-dire si la outbound c'est important pour vous, il faut que chaque mois, il soit un petit peu mieux qu'il était précédemment. Et ça, vous pouvez l'associer tout simplement à peu près tout dans la société. Vous verrez que ça fonctionne plutôt bien, d'améliorer un tout petit peu les choses au fur et à mesure. Deuxième élément et deuxième point de cette organisation, c'est une organisation dans laquelle on va travailler par segment. Donc, on a notre sprint et à l'intérieur de sprint, on va définir 3 segments qui sont différents, avec un premier segment dans lequel on va avoir ce que nous on appelle notre top tiers, un tiers 2 ensuite avec des clients un tout petit peu différents, un tiers 3 avec des clients encore une fois différents. Ce qui les différencie, c'est que le top tiers, c'est des gens qui vont nous rapporter plus d'argent sur le long terme, ce qu'on appelle par la LTV, donc avec une LTV qui est très forte. Donc là, c'est des gens qu'on va pouvoir nommer. C'est vraiment nos engagements en termes d'acquisition. Je veux cette société-là en rendez-vous, cette société. J'en ai 10, 15, un volume qui est assez réduit, on va dire, mais ça peut être 3, hein, si le panier moyen vous suffit pour continuer, il n'y a pas de problème, ou 2. Mais ce sont vos engagements, vous avez nommé les sociétés, et sur ces 10 sociétés, vous allez avoir une prospection qui est vraiment encore plus chirurgicale. Là, vous pouvez vous permettre de vérifier beaucoup de choses, d'être très personnalisé, limite de créer des séquences qui puissent être très sales, comme va pouvoir vous les présenter Jean-Pierre avec Zelic, d'avoir vraiment une approche qui est très, très, très individualisée, une rédaction qui peut être même manuelle de certains emails, parce que ce sont des prospects qui comptent beaucoup pour vous, dans lesquels vous misez beaucoup. Et à cette étape, vous pouvez avoir un alignement aussi avec l'équipe sales pour arriver à démarcher aussi en même temps. Donc, utiliser à la fois le pouvoir marketing avec du contenu à l'intérieur de ces campagnes-là, mais aussi de la prospection avec des sales qui vont pouvoir renforcer les actions que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre de faire, mais sur un volume restreint de clients. C'est en fonction de votre organisation, évidemment, mais ce sont des clients qui sont particulièrement intéressants pour vous, par leur LTV, par la valeur qu'ils vous apportent dans le temps. On a un tiers 2 qui, lui, va être un tout petit peu plus faible en termes de LTV, mais c'est quand même des clients qui restent longtemps chez vous ou qui vous rapportent des prestations qui sont élevées, dans lequel on va avoir un effort marketing qui va être, lui, plus important, pas d'effort sales à cette étape. Votre but, ça va être de générer des opportunités avec de la création de contenu qui va être plus spécifique peut-être à une verticale en particulier, à un trigger en particulier. Donc, vous avez un contenu qui est pertinent, mais qui peut être scalé sur 100 personnes à l'intérieur d'une campagne, dans lequel vous n'êtes pas obligé d'avoir un contenu qui est vraiment dédié pour une personne en particulier, comme c'est le cas pour le top tier. Et en dernier lieu, c'est le tier 3. Là, c'est vraiment des opportunités qui ont une LTV qui est plus faible. Typiquement, pour nous, ce seraient des gens qui ont besoin de la prospection, mais quelques mois dans l'année, pas souvent, et qui vont utiliser la plateforme, mais très rapidement et pas de manière continue. Donc là, notre investissement sales doit être plus faible. C'est un effort qui va être effectué principalement sur les utilisateurs qui vont être engagés de notre côté. On a toujours un copywriting qui est forcément soigné parce que c'est très important, mais dans lequel on va rester plus généraliste, encore une fois.
Donc voilà, ça vous permet d'avoir 3 visions de la manière dont on peut créer la outbound et qui s'adaptent en fonction des segments, en fonction de la valeur que représente l'ensemble de ces segments. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez aussi chez Zelic, Jean-Pierre. Est-ce que tu vois tout type de clients ou Mais en fait, ouais, on voit plein de clients, mais c'est clair qu'on a un top tier, que c'est vraiment les compagnies, notre cible auxquelles on veut arriver au plus vite possible, qui ont la plus de valeur. Après, on n'a pas le tier 2, tier 3, on le fait un petit peu différent. Mais je crois que c'est une très bonne stratégie, puisque ouais, il faut vraiment investir où ça va donner le meilleur ROI, je parle en anglais. Ouais, non, c'est très bien, on comprend. On comprend, Voilà. c'est très bien. Effectivement, donc là, il y a une question de ROI, de calculer, de regarder ce que les opportunités vous ont rapporté, ce que les clients vous rapportent un petit peu dans le temps pour pouvoir adapter votre stratégie de prospection. Donc, encore une fois, dans la logique de Ouais. reproduire ce qui fonctionne bien et puis d'éliminer, de traiter un petit peu différemment ce qui fonctionne moins bien. C'est Et cette logique. après, ouais, et après aussi, il y a un côté, je crois, branding, marketing. Après, il y a des compagnies que peut-être tu vas dire c'est pas trop intéressant du côté économique, mais comme côté logo, etc., ça peut vraiment être très intéressant pour la compagnie. Ça peut rassurer. Ouais, exactement. Ça aide, quoi. Donc, on apporte cet avant-dernier thème, qui est tout simplement le thème du copywriting. Donc, c'est un thème qui est constant. Dans cette notion de copywriting ici, on ne traitera pas la notion d'intelligence artificielle. Il y a plein de sujets qui arrivent sur l'intelligence artificielle, sur la notion de copywriting à l'intérieur. Ça mérite quasiment un événement dédié aussi pour cette partie-là, pour arriver à débunker un peu ce sujet et voir ce qu'il est capable de faire. Je pense qu'on le proposera. Mais le premier sujet, en tout cas pour le copywriting, c'est de continuer à pouvoir travailler sur l'optimisation. Encore une fois, je ne vais pas vous montrer quelque chose de funky, c'est juste quelque chose qui fonctionne, c'est de continuer à optimiser, pourcentage par pourcentage, pour que tout fonctionne bien. Le premier pourcentage que vous pouvez optimiser, une fois que vous avez travaillé la délivrabilité, c'est tout simplement le taux d'ouverture. La plupart des taux d'ouverture, ils vont être pénalisés parce que vos objets ne sont pas très attractifs. Soit ils sont trop commerciaux, ils sont trop longs, soit ils n'ont pas été trop changés et ça ne fonctionne pas dans le temps. L'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui soit assez court et dans lequel vous allez éveiller la curiosité. Il y a simplement cette notion-là, c'est juste de l'éveil de curiosité à cette étape. Vous n'êtes pas en train de vendre, juste faire en sorte que la personne arrive dans l'email et que vous n'ayez pas à compter n'importe quoi, évidemment, dans l'objet pour que la personne ouvre, qu'il y ait un lien avec ce que vous êtes en train de faire, mais d'être très court. Donc, j'ai pris l'exemple d'un email tout simplement. J'ai 2 emails quasiment que j'ai reçus d'ailleurs, où auparavant c'était améliorer le tracking de vos données produits, donc assez long, donc là ça passe. Et un deuxième email qui est data produit, que j'ai ouvert. Tout simplement, j'ai eu cet email avec data produit, je l'ai ouvert parce que je me suis posé la question de savoir ce qu'elle est dedans. Et ça a bien fonctionné. Donc la règle, c'est 3 mots max. Voilà, 3 mots max. Si vous commencez à dépasser cette notion-là, déjà les mots ne seront pas visibles, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, sur la synthèse en fait. Vous n'êtes pas contraint d'avoir un esprit qui était plutôt synthétique. Et évidemment, les deuxièmes taux sur lesquels on peut. Ouais, pardon, si tu voulais peut-être Ouais, rajouter. j'allais juste rajouter que aussi c'est très important d'avoir en tête la première phrase qu'on utilise au courrier électronique, puisque si vous allez sur votre boîte mail, vous allez voir que vous avez le sujet, vous allez arriver à voir un peu la première phrase. Alors ça aussi, ça aide au taux d'ouverture. Et puis, il y a beaucoup de fois que tu vois des emails ou tu reçois des emails où c'est bonjour Jean-Pierre, j'espère que tu vas bien, enchanté, je m'appelle ceci, cela. Et en fait, il a perdu toute l'opportunité d'avoir un peu mon attention, de vraiment créer cette curiosité, de dire, ah, mais c'est intéressant, tu vois. Alors, Carrément. c'était seulement ajouter ce petit point-là. Carrément. C'est ce que tu disais, on en partageait à d'autres moments, mais c'est les 11 premières secondes, il me semble, c'est ça que tu disais. Les 11 premières Ouais, secondes de l'email qui sont particulièrement importantes pour vos prospects et pour nous tous, hein, tout simplement. Donc, ouais, voilà, il y a quelques études qui montrent que les personnes lisent 11 secondes les emails. Alors, tu as vraiment 11 secondes pour avoir leur attention et sinon, après, en fait, ils passent au suivant et ils continuent pas. Alors, c'est vraiment important de faire attention de ce côté-là. les autres taux qui sont à améliorer, c'est la partie taux de clic et taux de réponse. Donc, en fonction de vos stratégies, encore une fois, est-ce que la stratégie de votre campagne, c'est de générer de la réponse? Est-ce que c'est d'amener vers une landing page, vers un formulaire? Ça vous est propre à votre prospection. Mais vous pouvez travailler sur l'optimisation de ces deux choses. Il y a différentes manières de pouvoir les optimiser. Déjà, avec 2 points, c'est des emails qui sont courts et qui sont sincères.
si vous commencez par j'ai vu votre profil sur LinkedIn, enfin bref, ok, bon, vous savez que c'est pas vrai, que c'est pas le cas, donc forcément ça ne va pas fonctionner. Vous commencez pas la relation sur le meilleur pied. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir être sincère, de se poser et d'arriver à avoir un copywriting qui puisse être clair, sincère sur le sujet et de pas dépasser. Moi j'aime dire 150 mots, mais même 100 mots. C'est un bon critère de pouvoir vous aider à réduire au maximum ce volume de mots pour que tout simplement ça puisse être rapide et que ça corresponde aux secondes dont parlait Jean-Pierre juste avant. Parce que il faut être rapide, quoi. S'il y a un gros pavé, vous voyez que l'effort est trop important, vous n'y allez pas. Deuxième élément qui est présent, c'est tout simplement d'être tourné vers vos prospects. Donc, limiter au maximum. Je sais qu'il y a certaines tournures de phrases dans lesquelles on est obligé d'avoir du jeu, évidemment, ça arrive. Il ne faut pas qu'il y ait que du vous, mais il faut le limiter au maximum pour que vous puissiez montrer que vous êtes en train d'avoir un copywriting qui est dédié vers votre prospect et un tout petit peu moins dédié vers vous. Ça, c'est un enjeu de transformer les choses dedans, de réécrire tout ce que vous avez écrit en jeu, en vous ou en on, bref, de changer en tout cas la formulation. Autre point qui est toujours d'actualité sur 2024, c'est la raison de la prise de contact. Donc pareil, ça résonne avec la partie sincérité pour moi. Il faut que votre prise de contact, vous puissiez expliquer pourquoi ce prospect s'est retrouvé dans cette campagne. C'est notamment le cas, alors si on reprend la notion de tiers, avec tiers 2 et top tiers. Si là, sur le top tiers, vous n'êtes pas clair, vous n'expliquez pas pourquoi vous êtes en train de prendre contact avec cette personne, ça ne marchera pas. Hein. C'est clair et net que ça ne fonctionnera pas. Donc il faut utiliser cette sincérité et pouvoir avoir une raison, en tout cas, qui puisse être valable pour la personne. Et la notion de signature aussi qui est présente, sur lesquelles nous aussi, on va pas mal investir. Auparavant, on avait tendance à avoir des signatures qui étaient assez light, dans lesquelles on va juste écrire peut-être un nom, un prénom, sans avoir trop de choses qui étaient brandées. Je pense qu'il y a une opportunité de pouvoir continuer à avoir de pouvoir développer des signatures qui puissent un tout petit peu taper à l'œil et qui vont rassurer directement les prospects. Je sais que c'est un sujet sur lequel nous on va pas mal itérer pour continuer à avoir un taux de réponse qui est plus élevé que celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Et dernier aspect qui paraît essentiel, mais pourtant je vois toujours l'erreur, et ça a été aussi le cas chez nous, donc dedans, c'est toujours tester les emails sur desktop et sur mobile. Alors, petit tips là-dessus, je vais vous le dire, n'importe quel lien qui apparaît dans Google apparaît avec une certaine couleur qui est l'hashtag 15C. Si vos liens ne sont pas avec cet hashtag 15C, mais avec un lien bleu clair, comme ça peut l'être sur certaines solutions, je ne sais pas comment Zelic les affiche, mais si ça n'a pas cette couleur-là, tout de suite, vous vous démarquez négativement, parce que ça ne paraît pas être un email que vous avez envoyé directement depuis Gmail, mais quelque chose de plus automatisé. Donc, ce sont des petits détails, tout ça. Mais l'apparence sur le mobile, l'apparence des liens, le fait que les polices soient bien respectées, soient les bonnes couleurs, que soient les bonnes tailles, tout ça, c'est des choses qui vont jouer en votre faveur pour le taux de réponse. Donc, ça vaut le coup, une fois qu'on s'est embêté à la délivrabilité, qu'on s'est embêté à bien cibler, qu'on s'est embêté à faire un bon sujet, de tout simplement avoir une étape dans laquelle on a juste vérifié l'envoi de l'email, quoi. Donc voilà, point qui est un peu important. J'ajoute, excuse Alexis, ouais, en fait, je crois que tu l'as tout bien dit. Il y a quelque chose d'autre aussi que je crois qui est assez important du côté call to action et qu'on voit beaucoup de fois, c'est que il y a beaucoup de personnes qui veulent utiliser plusieurs call to action ou plus de 2-3 questions dans les emails et ça redevient trop de choses. Après, ils te répondent à une des 4 questions que tu as mis et c'était pas la question importante. Il faut vraiment être très focus. Ça a à voir avec avoir un email très court et direct, justement, pour que la réponse soit à ce dont tu as besoin, à ce que tu veux avoir une conversation. Au début, c'est ça. Tu n'es pas en train d'essayer seulement de vendre, mais vraiment entamer une petite conversation pour voir s'il y a vraiment de l'intérêt et puis après pouvoir faire ta vente si c'est le cas. Alors ça, c'est aussi très important côté CTA. Ouais, tu as complètement raison de ce point de vue-là. Il faut réduire en tout cas les opérations mentales qui sont en train d'être faites chez votre prospect pour montrer que la réponse est assez simple en fait. Simplement, si ça paraît clair, vos questions sont claires et puis il n'y en a pas 36 000 à l'intérieur des emails. Justement, j'ai pris un email, mais qui pourrait être encore amélioré parce que même dans celui-ci, il y a 2 questions, mais c'est pas forcément malin. Mais j'ai juste testé quelque chose. Mais vous voyez que c'est toujours un sujet sur lequel il faut continuer à travailler, à itérer. Enfin, c'est constant.
J'avais suivi, ce que je mettais, c'est que simplement la première phrase, c'est d'expliquer pourquoi j'ai cette prise de contact avec quelqu'un. J'ai suivi que cette personne avait un changement de poste. J'espère que vos débuts sont bien passés. On aurait pu rajouter des notions de j'ai suivi vos changements de poste il y a quelques mois, nommer les mois, mais après, bon, ça fait presque un peu frimeur de dire je le sais, et ça fait presque un peu peur d'ailleurs dedans. Donc juste dire ok, vous avez changé de poste, j'espère juste que ça se passe bien. Comme vous avez changé de poste et que vous êtes sur un sujet qui est intéressant pour nous, est-ce que vous avez prévu de continuer à développer ce sujet-là? Donc, dans notre cadre, c'est le développement de la partie outbound. Si c'est le cas, on a une proposition de valeur qui peut vous intéresser. Ensuite, on enchaîne avec une notion de preuve sociale, dans laquelle on pourrait être plus spécifique, probablement en nommant des sociétés qui font partie du secteur qu'on a pu viser. Mais beaucoup de sales up, grosses nous utilisent, notamment dans le secteur RH. Donc, on aurait pu mettre les noms d'entreprises. Ça peut être vraiment intéressant pour vous de tester. Qu'est-ce que vous en dites? Et d'enchaîner ensuite tout simplement avec les formules de politesse. Vous voyez des emails qui sont très courts, une proposition de valeur qui est assez courte, et dans lequel on essaie de parler finalement peu de nous, mais plutôt du thème de la outbound, le changement de poste du prospect. Mais voilà, l'intérêt, vous voyez, par exemple, sur un email comme celui-ci, ça serait de le reprendre à tête reposée au fur et à mesure et de le raccourcir, pour faire en sorte qu'on puisse avoir tout simplement la meilleure synthèse avec le moins de mots possible. Hop. Là, justement, Alexis, je crois que ce que tu montres là et ce que tu as mentionné, c'est que c'est très important de vraiment tout le temps avoir en tête qu'est-ce qu'il y a quel est l'enjeu pour eux, qu'est-ce qu'ils vont gagner dans ce courrier. C'est vraiment pas penser seulement à moi et je veux vendre et j'ai à faire ces objectifs. C'est vraiment qu'est-ce qu'ils vont gagner, quelle valeur je peux vraiment leur ajouter pour que ça devienne intéressant pour eux et pouvoir vraiment avoir cette discussion. Et après, ça sert aussi pour ce qu'on va voir après du multicanal. C'est la même chose, quoi. Si tu fais des calls, si tu fais du LinkedIn, si tu fais n'importe quoi. De toute façon, on a toute la rédaction de n'importe quelle étape de la chaîne multicanal, comme on va le pouvoir voir juste après. C'est toujours de prendre l'idée que, pour moi, c'est beaucoup plus facile de composer un email en ayant toujours en tête une personne en particulier. Donc, vous prenez un exemple d'un client, justement de votre top tier, et vous écrivez l'email pour lui. Juste ça. Donc, c'est encore une fois pas funky comme chose, mais pourtant ça fonctionne. C'est vraiment, et ça c'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire ce que tu dis, Jean-Pierre, c'est-à-dire d'écrire un email en proposant directement de la valeur. Vous allez pas raconter n'importe quoi, vous allez vraiment vous dire j'ai envie que cet email corresponde à cette personne. Donc voilà. Allez, on enchaîne. Cette fois, ce sera à moi de passer la parole. J'ai beaucoup parlé jusqu'ici, et de passer la parole à Jean-Pierre pour l'approche multicanal. Top. Merci. Super intéressant tout ce que tu as dit. Je reprends vite fait. Je vois une petite question d'Edouard par rapport à un pain sur les courriers. Ouais, en fait, ça, c'est un autre approach qui marche assez bien, je veux dire. Et c'est vraiment nommer des pains. Si tu as vraiment étudié, ça se connecte avec ton ciblage. Si tu as vraiment compris qui est ton top tier, comme dit Alexis, ou tes autres tiers, et tu comprends quels sont les enjeux, quels sont les pains qu'ils ont normalement. Et aussi savoir avec la personne, à savoir aussi si tu parles avec le CEO ou si tu parles avec le head de marketing, le head de growth, ça va vraiment être très différent, l'approche que tu dois faire et le pain qu'ils vont avoir. Alors ça, c'est justement très important et ça peut vraiment faire une différence de passer par le pain puisque c'est quelque chose qui va leur faire mais au moins regarder ton email et vouloir le lire. Complètement. Je sais pas si tu vois. Si, je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, l'idée qui est présente derrière tout ça, c'est justement ce que notre réponse a apporté, c'est-à-dire dans la séquence multicanal, vous pouvez apporter des questions qui peuvent être d'intérêt, justement, essayer de soulever un intérêt côté email et potentiellement d'utiliser LinkedIn pour aller parler pain. C'est simplement qu'il ne faut pas que votre email soit avec un point d'intérêt, un pain, bref, plein de choses à l'intérieur dans lesquelles vous allez mélanger les styles. Mieux vaut des emails qui sont plus courts, mais dans lesquels vous allez découper cette valeur, cette approche en fonction de votre étape, tout simplement. Ouais, voilà, c'est mieux de le faire comme ça ou comme je le dis, mais tu peux faire un A/B testing et tu vas voir qu'est-ce qui marche le mieux pour toi. Alors, c'est très bien. Bon, c'est le moment de parler un petit peu plus du multicanal. Je vais commencer par parler un peu de pourquoi l'approche monocanal n'est plus suffisante aujourd'hui. Je crois que beaucoup de vous comprennent bien ça, mais je veux être assez clair sur trois aspects surtout. Il y a plein de raisons,
mais principalement, il y a vraiment trois. Un, c'est la saturation et le bruit de la portée limitée que vous allez avoir et après le manque de confiance ou de crédibilité que vous pouvez avoir si vous faites du monocanal. Saturation et prix, très simple. Aujourd'hui, il y a tellement de boîtes, tellement de marketing sur les réseaux sociaux, sur l'email, sur la télévision. On est en train de te vendre tout le temps. Alors, c'est quand même très difficile des fois où ce qui peut se passer, c'est que ton message va se perdre. Peut-être tu as bien ciblé, tu as fait tout ton travail, tout ton taf avant très bien fait. Par contre, il y a tellement de saturation, il y a des compagnies qui ont trop de budget ou qui sont très agressifs et à la fin, ton message n'arrive pas au bon cible. Et c'est là où il y a justement les problèmes si tu fais que du monocanal. Après, portée limitée, c'est justement parce que aujourd'hui, ben, il y a tellement aussi de canaux qu'il y a des gens qui préfèrent différents canaux. Moi, par exemple, si on parle d'email, j'utilise l'email pour le travail. Mais au jour, honnêtement, mon email personnel, tu vas dans la boîte, j'imagine que c'est pareil avec vous probablement. J'ai 20 000, 30 000 courriers électroniques, j'ai jamais lu. Alors justement, c'est ça le problème, que ça va vraiment pouvoir vous adapter. Moi, je passe plus de temps sur LinkedIn, par exemple, ou je passe plus de temps sur des réseaux sociaux comme X, Twitter avant. Alors justement, si tu es focus sur un monocanal, tu vas pas tout le temps avoir la réponse, même si je peux être ou ton client potentiel peut être très intéressé en fait sur ce que toi tu veux faire. Et la troisième, c'est le manque de confiance et de crédibilité. Ça, c'est très clair aussi, puisque aujourd'hui, tu vois tous les gros players dans le marché qui sont sur tous les réseaux sociaux, sur Discord, sur tout ce que tu peux imaginer. Et ça, tu veuilles ou tu veuilles pas, mentalement, ça te crée un sens de confiance et de crédibilité. Ces mecs, ils savent ce qu'ils font, ils ont de l'expérience, etc. Alors justement, si toi, tu es seulement sur un canal, je sais pas, je vois des fois des websites, des pages web de personnes, je sais pas, qui offrent leurs services, mais ils sont seulement sur un website et ça a l'air un petit peu vieux, ils sont pas sur LinkedIn, ils sont pas de réseau social. Car je suis sûr que si tu veux t'intéresser dans ce service-là, mais tu vas sur son website, ça va pas être très attrayant pour toi. Tu vas vouloir voir des commentaires de d'autres personnes, voir qu'est-ce qu'il fait, ça fait combien, etc. Alors, c'est justement ça l'enjeu, essayer d'être dans tous les canaux possibles pour que ton client potentiel puisse un peu choisir par rapport à ce qu'il aime faire sur son jour au jour, quel est le bon canal et où il va te trouver et avoir plus de possibilités. À la fin, c'est vraiment ça. Tout ça conduit à un taux de réponse qui peut être optimisé énormément, qui peut faire vraiment une différence par rapport à seulement se maintenir sur un monocanal. C'est vraiment ça l'enjeu et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monocanal ne marche pas. Si tu veux vraiment avoir des résultats et tu veux vraiment commencer à grandir, mais si tu es une petite compagnie, si tu es un solopreneur ou si tu es vraiment une big enterprise, c'est vraiment pour tout le monde. Il faut être dans plusieurs canaux au moment de faire du outreach. Alors, après, je peux changer, moi? Ah, ouais, voilà. Top. Merci Alexis. Je sais pas si j'avais pas vu que je pouvais faire ça. Alors, là, je vous fais un petit exemple d'une approche multicanal. Une approche multicanal, c'est justement ça. Pouvoir avoir différents points de touche avec différents réseaux sociaux, différentes façons de contacter, essayer d'être en contact avec les personnes. La première chose, c'est la préparation. Alexis a bien parlé de ça, alors je vais pas rentrer dans le détail. Tu peux faire des sprints comme lui il parlait, c'est vraiment très intéressant comme méthodologie. Je sais que du côté mettons dev, c'est la façon dont normalement aussi il travaille avec des sprints. Alors c'est très cool de le faire comme ça. Et puis après avoir vraiment identifié ton client, tu peux commencer. Ça c'est un exemple. Après chaque industrie va changer un petit peu. Moi j'aime bien commencer par un premier email. Au jour suivant, je fais un premier call call. Pourquoi? Parce que ce que j'essaye dans le call call, c'est de reprendre mon email et de pouvoir le nommer euh, et le mentionner. Là, je vais donner quelques tips aussi par rapport aux messages de voix, voicemails. Ouais, c'est ça le mot.
Corrigez-moi si je suis mal. Mais bon, voilà. Après un cold call, on peut rentrer sur LinkedIn. Aussi, vous allez voir, on peut le faire à l'envers, avoir LinkedIn avant le premier courrier, puisque tu es en train de voir un petit peu ton target. L'idée, c'est aussi qu'il commence à voir carrément que tu es en train de voir ses posts, que peut-être tu as commenté ses posts, etc. Quatrième jour, deuxième call, mais message sur LinkedIn s'il t'a déjà accepté après la demande de connexion. Cinquième jour, tu peux faire un partage d'une étude de cas, un webinar si tu l'as. Mais si tu vois ou si vous voyez pour l'instant, l'idée, c'est vraiment d'ajouter de la valeur. Comme on a parlé avant par rapport au courrier avec Alexis, le premier email, c'est pas en essayant de lui vendre, c'est vraiment en essayer d'avoir son attention, d'avoir une première communication avec lui pour après pouvoir rentrer, si c'est le cas, si on voit que ça va bénéficier les deux parties, rentrer un petit peu plus du côté sales. Sixième jour, pardon, c'est le troisième call. Après un email de suivi. Huitième jour, call plus suivi de LinkedIn. Après courrier, call. Après email LinkedIn. Et puis après 10 jours, c'est vraiment, on peut stopper. C'était assez intense. On essayait de les contacter tous les jours. Bien sûr, s'ils te répondent avant, tu vas stopper la séquence. Il faut être clair. Mais vous pouvez aussi jouer un petit peu avec ça. Si vous voulez, au lieu de faire des appels tous les 2 jours, de faire tous les 3 jours et faire la séquence un petit peu plus longue, ça peut se faire. Si vous voulez utiliser d'autres réseaux sociaux, là, je parle des trois principales ou des chaînes de multicanal, que c'est le téléphone, email, LinkedIn. Mais après, si vous voulez utiliser Instagram, X, Discord, etc., vous pouvez ajouter des steps pour essayer de se contacter. Mais l'idée, c'est vraiment d'être en tête, qu'il vous voit quelque part pour que la prochaine fois, quand vous l'appelez, peut-être il va se rappeler, en fait, ah ouais, j'ai vu le courrier. Ouais, j'ai vu ton message sur LinkedIn, j'étais occupé, mais ouais, c'est là maintenant, on peut parler et que ça soit pas si froid, quoi. Que ça soit un petit peu plus chauffé et qu'il ait vraiment l'entreprise en tête. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Alexis, par Non, rapport à ça. clair sur ce que tu as dit, effectivement, et à l'intérieur de, mais je crois que tu l'as mentionné, mais à l'intérieur, pareil, vous pouvez continuer à diffuser, écrire quelques posts, tout simplement, de continuer à être visible différemment, qui n'est pas forcément une action dédiée côté prospect, mais qui vous permet de pouvoir continuer à apporter votre point de vue sur le marché, sur les choses que vous avez envie de défendre. Et c'est aussi une manière de pouvoir arriver à mêler un peu d'inbound dans une campagne outbound. Donc ça fonctionne aussi très, très bien. Les deux sont assez liés et fonctionnent bien. Ouais, t'as tout à fait raison. Là, je suis très focus vraiment sur le outbound, sur les efforts que vous allez faire personnellement, mais c'est clair qu'il y a un autre côté où si vous faites des posts, si vous faites de la valeur ajoutée de ce côté-là dans la compagnie, peut-être vous avez votre équipe de marketing, de growth qui est en train de faire aussi leur taf, alors, c'est tout un mélange qui aide à avoir un résultat. Alors là, bon, je montre par rapport à Zelik, nous on fait ça, comme je vous ai dit, on fait un two-in-one. Alors là, comme vous voyez, c'est une première étape de visiter un profil LinkedIn. Un jour après, envoyer un message, un jour après, un courrier électronique et un jour après, faire une première appel. C'est justement un peu ce que je parlais avant, euh, d'avoir des différentes étapes chez Zelik ou avec l'outil que vous utilisez ou les différents outils que vous avez en tête. Après, je veux rentrer un petit peu plus dans le détail ou dans des petits tips par rapport aux différentes plateformes ou chaînes avec lesquelles on peut travailler. On a déjà parlé de courrier électronique, je vais pas reparler. Je crois que c'était assez essentiel et beaucoup d'informations. Mais LinkedIn, je veux pas dire qu'il ressemble beaucoup au courrier électronique, mais c'est un peu la même idée dans le sens que il faut avoir en tête qu'il faut être très direct, très court dans les messages et simple. À la fin, c'est un réseau social, ouais, c'est un réseau social professionnel, mais on est des êtres humains et c'est le contact humain ce qui va faire la différence. Si tu envoies des messages qui ont l'air d'être un robot, tu vas pas avoir de réponse, personne va te connecter. Des petits tips qui sont importants, c'est activer les vues des profils de LinkedIn. Ça, pourquoi c'est important? Justement pour
être dans la tête des personnes. Si tu actives ça, quand tu vois le profil, LinkedIn va te notifier qu'il y a des gens ou qui ont vu ton profil et s'ils voient, tu vas apparaître là. Alors ça veut dire que tu vas être dans leur tête la prochaine fois que tu les appelles. Quand tu fais une demande de connexion, personnellement, je vous dis, ne envoyez pas un pitch tout de suite. Ça sert vraiment à rien. Si vous envoyez la demande de connexion avec le pitch, la personne tout de suite va dire, ah non, ce mec-là est en train d'essayer de me vendre quelque chose, ça m'intéresse pas, j'ai pas lu, etc. Ciao, je t'accepte pas. Alors, envoyez son message ou si vous voulez envoyer un message, que ce soit un truc très naturel et très tranquille, pas pitch, rien du tout. Je serais ravi de t'avoir dans mon réseau de LinkedIn, etc. Ouais, Alexis, j'ai vu que tu voulais dire quelque chose. Ouais, j'en profite pour ajouter quelque chose là-dessus qu'on Mhm. a jamais dit, mais ce que tu dis me fait penser ça. Le, Mhm. le sujet de LinkedIn, effectivement, c'est un sujet qui est beaucoup plus générateur de discussion que peut l'être l'email. Donc Ouais. l'email peut envoyer beaucoup sur du clic. LinkedIn est moins dédié. Enfin, les liens se déplient, donc tout de suite rapidement on voit. Enfin, les liens prennent beaucoup de place. On n'a pas envie de cliquer dessus à l'intérieur des discussions. C'est vraiment du WhatsApp mais professionnel. Donc il faut Ouais. avoir en tête que ça prend du temps. En fait, ça prend du temps de gérer des réponses. Ça nécessite d'avoir beaucoup de scripts commerciaux qui sont très bien définis. Ça prend pardon, je vais préciser, ça prend du temps, mais ça fonctionne très bien. C'est vraiment important. Ça fonctionne très très bien. Simplement, c'est quelque chose qui nécessite vraiment du travail dessus pour arriver à générer. Donc, si vous voyez c'est une montée progressive des volumes aussi sur LinkedIn, parce que vraiment, il y a un gros travail commercial à effectuer pour gérer ces discussions, poser 4-5 questions. Des fois, ça peut prendre 2-3 jours où on doit interagir avec la personne avant d'aller vers potentiellement de la démo si on voit que ça peut être intéressant. Donc, voilà, avoir en tête que que c'est bien un réseau, comme tu le disais, qui doit être géré comme tel. Ouais, exact. Et de toute façon, personnellement, moi aussi, ce que j'ai vu, c'est tout à fait vrai ce que dit Alexis, mais ça peut être très effectif justement parce qu'après, c'est justement comme un WhatsApp professionnel. Alors, si tu tombes justement au bon moment où tu as envoyé le message et la personne te répond et tu peux tout de suite lui répondre et essayer d'entamer une conversation, ça peut aussi de toute façon aller assez vite. Alors, quand même, une belle best practice, en français, je sais pas si on dit exactement une bonne pratique. Bonne Ouais, pratique. voilà. OK, OK. C'est justement ça. Si on te répond, si tu peux carrément essayer de répondre au plus vite possible, puisque à la fin, tu es connecté, on voit que tu as ton petit cercle vert connecté. Ça va vraiment aider à avoir un meilleur taux de réponse. Après, finalement, faire le premier message, que ce soit vraiment pour ajouter de la valeur, pour partager un lien, un webinaire, quelque chose qui peut être intéressant pour eux et qui soit peut-être, si tu veux, un peu connecté avec ce que tu es en train d'offrir, parce que comme ça, après, tu peux vraiment le connecter avec un pain que tu sais qu'ils vont avoir. Maintenant qu'on parlait de pain il y a quelques minutes, c'est justement quelque chose. Et finalement, envoyer des notes vocales, c'est un autre type que pas beaucoup de personnes font. Tu peux le faire, c'est à travers ton téléphone portable, pas depuis l'ordinateur, mais ça fait vraiment une différence parce qu'ils voient que tu n'es pas un robot, tu es une personne et tu n'es pas en train d'envoyer un truc, un script. Et euh, maintenant, on passe au call calling. Je fais vite fait par rapport au temps pour faire attention à ce côté-là. Avec le call calling, première chose très importante, maîtriser à 100% votre discours. Ça, c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous sentir relax, vous sentir confortable au moment de faire le call calling. Et puis d'après, pouvoir aller et personnaliser par rapport justement à votre target, par rapport à si vous appelez encore un CEO, si vous appelez un head of sales, si vous appelez un BDR de marketing, etc. Quelques autres types qui sont super importants, c'est tout dépend, c'est vraiment de votre attitude. Ça, il faut vraiment le comprendre. C'est pas ce que vous dites, c'est comment vous dites. C'est inflexion sur vos mots, comment vous utilisez, vous montez, vous descendez, le sentiment que vous pouvez passer. Et le conseil que je vous mets là, ça fait vraiment une différence. Tu as un petit truc, un petit miroir devant toi, tu vois que tu souris et ça fait vraiment la différence quand tu parles.
et il faut s'amuser. C'est un roleplay, t'es un acteur de cinéma, t'es, je sais pas, Brad Pitt, si tu veux. Voilà, mais c'est vraiment s'amuser. Tu parles avec une autre personne. Important, c'est tu as 15 à 30 secondes qu'on t'appelle pour vraiment avoir leur attention. Il faut vraiment être clair sur ce côté-là. Et je parlais tout à l'heure par rapport aux voice notes, aux messages de voix, que c'est une question qu'on se pose des fois. Est-ce que ça vaut le coup de laisser une boîte vocale ou pas? Moi, je le vois personnellement comme quand tu vas faire de l'exercice. Tu vas faire de l'exercice, t'es fatigué, et puis et on te dit, allez, pousse, t'as une dernière rep, tu dois faire la dernière répétition, et tu penses que peut-être elle va rien faire, mais en fait, c'est cette petite répétition qui peut faire la grande différence dans 2, 3, 4, 5 mois. Et c'est justement ça ce qu'un voicemail fait. L'idée maintenant, je vous partage un peu ce que moi j'essaye de faire. C'est pas de pitcher sur le voice note. C'est pareil un peu que quand j'envoie sur LinkedIn, j'essaye pas de les pitcher. C'est plutôt qu'ils aient en tête quand ils écoutent le message de voix. Je leur dis salut Alexis, c'est Jean-Pierre. En fait, c'est pas, je veux pas que tu me rappelles. Je suis en train de t'appeler parce que je t'ai envoyé un courrier électronique hier avec le sujet tel, ou je vais t'envoyer un courrier demain ou tout de suite avec tel sujet pour que dès que tu as un petit moment, tu puisses le vérifier. Et si tu es intéressé, tu me rappelles, tu me réponds et on peut en discuter un peu. C'est vraiment ça le pitch que moi j'utilise et que je vois qu'il y a le meilleur taux de résultat que quand tu dis je t'appelle de telle société, on est intéressé, on a vu que vous faites ça, est-ce que ça vous intéresse? Ils vont écouter ça, ils te raccrochent et c'est bon. Si tu es en train d'essayer de rentrer du côté intérêt, de leur demander seulement qu'ils regardent l'email quand ils auront le temps, ils t'auront en tête encore et s'ils voient le mail, ils vont dire ah c'est le mec qui m'a appelé. Je vais rentrer, je vais le lire. Ah ouais c'est intéressant pour moi, je vais lui répondre. C'est pas intéressant, c'est good. Je laisse comme ça. Alors, c'est ça. Et il faut se rappeler que sur le cold calling, on est en train de vendre du temps. On ne vend pas aussi un produit sur le cold calling. Quand on est au téléphone, on est en train d'essayer d'acheter du temps de l'autre personne pour pouvoir reparler, se faire un meeting après pour partager plus d'informations et échanger. C'est pas parler de features et on fait ça, on fait ceci, on fait cela. C'est vraiment rentrer plus dans je veux parler un petit peu, je veux avoir un petit peu plus de temps et je vais justement vous montrer un exemple d'un template que vous pouvez utiliser. Alors, la structure est très simple. Bonjour, nom du prospect, c'est Jean-Pierre de la société Zelic. Comment allez-vous? Après, je vous appelle suite à l'email que je vous ai envoyé et c'est vous parlez maintenant de la douleur du déclencheur, ce qu'on a parlé aussi par rapport un peu aux emails que vous pouvez utiliser les douleurs. L'idée, c'est quoi? Valider vraiment si la personne serait intéressée avec cette douleur. Si c'est quelque chose qui est intéressant pour eux, et il vaut le coup de continuer à parler. D'accord? Alors après, si on te dit ouais, bien sûr, on cherche le oui. Parfait. On travaille avec les responsables commerciaux de société A, société B, du social proof. Et on les aide là, on rentre un petit peu plus dans le détail. Si cette douleur est intéressante pour toi, alors je t'explique un peu comment on aide à résoudre ces douleurs-là. Et après, on passe puisque vous vous concentrez sur encore ce qui les intéresse, je dirais vous d'organiser une brève réunion d'introduction pour discuter ce qui vous préoccupe et me permettre de vous expliquer comment Zelic, de notre côté, peut vous aider. Et finalement, on confirme et s'ils te disent, ouais, d'accord, c'est bon, l'email X est-il toujours disponible pour vous joindre? Soyez à l'affût de l'invitation dans votre agenda dès maintenant. Important de tout de suite leur dire si tu peux sur le même coup demander qu'ils confirment s'ils ont l'email devant eux, leur dire en fait je viens de t'envoyer l'invitation, est-ce que tu peux le confirmer? Parce que après on te dit ah ouais j'accepte. Il faut être honnête, tu t'occupes, c'est peut-être pas une priorité sur ce moment-là. Peut-être ça va être une priorité après, mais sur le moment tu penses pas que ça va être une priorité. Et puis c'est là où ça fait vraiment la différence qu'ils confirment tout de suite. Et voilà. Après, finalement, parfait. L'objectif pour notre réunion est de discuter de vos principales priorités, de présenter comment mon entreprise peut vous aider et de poursuivre la conversation
si nous convenons qu'il y a un alignement. C'est OK pour vous? Voilà. On n'est pas, comme je vous dis, en train de vendre la solution ou des features, c'est leur dire comment on le fait ceci, on a ce taux. On est en train d'essayer d'acheter du temps. Et puis, voilà, c'est vraiment ça de mon côté. Je passe maintenant aux questions, quelques minutes. J'ai vu 2 questions que je voulais répondre vite fait, Alexis, par Oui, bien sûr, rapport vas-y. aux besoins de Sales Navigator et LinkedIn Pro. Est-ce que tu peux éclaircir, c'est-à-dire du côté, si tu parles côté Zelic, t'as pas besoin de Sales Navigator, j'imagine que c'est ça, t'as pas besoin de Sales Navigator, on marche avec les deux versions, de la version normale et Sales Navigator. Par rapport au lien des séquences de LinkedIn, ouais, en fait, c'est justement en train de finir le développement et ça va être live incessamment sous peu. Oui, ça, Alexandre, voilà, pour répondre à ça. Il y avait une question aussi, je pense que tu seras mieux placé pour y répondre que moi. Justement, c'est une question d'Edouard, est-ce qu'il ne faut toujours pas doubler un voicemail avec un email pour dire qu'on a essayé d'appeler l'interlocuteur et avec un argumentaire sur les raisons du call? Est-ce que tu conseilles toujours de laisser un message en fait, tout C'est- simplement. Voilà. Moi, normalement, je ne conseillerais pas de laisser tout le temps un message. Honnêtement, si tu laisses un ou deux messages, ça va dépendre un peu de la séquence. Là, la séquence que je vous ai montrée, c'est 5 appels au total. Alors, si tu veux laisser ta deuxième ou troisième appel à une boîte, un message, après avoir envoyé peut-être un case study ou après avoir envoyé quelque chose qui peut être très intéressant pour eux, ça, ce serait un bon moment. Après, si tu veux relaisser un message après 4, 5 appels, tu peux le faire, mais j'essaierai pas de donner trop d'informations ou de pitcher sur le message. Ce serait plutôt, j'ai essayé de me contacter avec vous. Je vous ai envoyé des courriers dès que possible, si tu peux me répondre ou je sais pas. Mais pas essayer de pitcher. Si tu veux seulement mentionner un petit peu le pain, après 4, 5 fois et t'as pas de réponse, fais-le. Seulement dit, on travaille avec des sociétés qui ont ce pain-là. On pense que peut-être ce serait quelque chose d'intéressant. Mais c'est plus, pas rentrer dans trop de détails et pas le faire plus de 15 à 30 secondes, Ouais, le message. jamais Après, trop on ne long. va pas l'écouter. Ouais, voilà, exact. C'est tout le temps mieux de faire des choses plus courtes ici. Yes. Et donc il y avait une question de Simon tout à l'heure sur, pour le coup, pour Faro et les propositions d'accompagnement. Alors non, on n'a pas de solution d'accompagnement, je pense, sur les questions de copywriting. On peut simplement vous mettre en relation avec des gens qui le font, qui ont une bonne compétence dessus, avec plaisir pour le faire, mais non, pas spécialement. Non. On reste mono-sujet, la segmentation des prospects, la segmentation des prospects. On ne mange que ça, rien d'autre. C'est Euh, ça. Je réponds à Maxime par rapport à la limite de connexion sur LinkedIn Pro. Il y a une limite, par contre, ça change un peu de compte sur chaque compte. Ça dépend si c'est un compte nouveau, si c'est un compte qui a plusieurs années et tu l'utilises beaucoup. Euh, moi, je peux te dire que par semaine, c'est aux alentours de 100 à 150 contacts, connexions que je peux faire avant que LinkedIn me bloque. Alors, ça y est, je sais sur mon compte personnellement. Mais il y a d'autres personnes avec qui j'ai échangé et ils m'ont dit ouais, qu'ils étaient presque à 200, quelques-uns, ils étaient en dessous de 100. Alors, ma recommandation, ce serait justement, comme disait Alexis avec les courriers électroniques, commencer peu à peu. Essayer de faire je sais pas, une quinzaine tous les jours si tu veux, pour peu à peu commencer à augmenter, voir et à la fin de la semaine, si tu as fait 60, 70, 80, avoir une idée si c'est bon, la semaine prochaine, tu peux refaire pareil. Et si jamais on te bloque au début, c'est vraiment préventif. On te dit, tu as trop utilisé tes connexions et à la fin de la semaine, je crois que c'était le dimanche, on te enlève ce blocage. Mais là, au moins, ça y est, tu sais un peu quelle est ton limite, ta limite si tu as été en train d'écrire ou si tu te rappelles combien d'invitations tu as envoyées, Maxime. Et pour accentuer ce que tu disais par rapport à ces limites, moi je vous conseille de prospecter avec différents profils, hein. Pas forcément, je parle pas de créer plein de faux profils de vous-même, c'est pas ça. Mais si vous avez la chance de pouvoir avoir plusieurs personnes
à l'intérieur des équipes, bah, c'est bien de pouvoir les faire prospecter parce que justement vous êtes moins dépendant de ces limites-là. Et puis si il arrive une problème de limitation, des fois qui ne sont pas, des fois LinkedIn limite des personnes qui n'ont pas envoyé de messages, qui ne font pas de prospection. Donc des fois il y a des erreurs aussi qui se passent de votre côté. Ça vous permet de pas être en danger par rapport à ces évolutions. Donc voilà. Ok, il y avait une question d'Alexandre qui nous parlait ciblage, mais viens le faire sur Faro le ciblage, Alexandre. Mais non, je vais poser la question. Donc, est-ce que je peux avoir une segmentation similaire avec Zelic est-ce que vous avez les mêmes filtres que Sales Navigator en fait? Je pense que c'est ça la question. Ouais, les filtres. Pour l'instant, pour être très honnête, non, Sales Navigator a plein de filtres. Ils sont très complets de ce côté-là. Alors, je te dirais que pour l'instant, tu peux pas faire le même ciblage. Si en détail, tu peux aussi, bien sûr, industrie, taille de compagnie, euh, pays, ville, etc. Mais il y a d'autres choses qu'on peut pas faire pour l'instant. L'idée, c'est de s'améliorer. Mais tu peux travailler avec les deux plateformes. Si tu vas faire l'outreach, tu peux tirer tous les contacts depuis Sales Navigator dès que tu as la liste avec l'extension. Avec un clic, tu auras tout sur Zelic pour après faire le outreach. Je vais répondre à la question suivante parce qu'on posait la question entre Zelic et LGM, qui était la différence. Et je pense que LGM, c'est pas forcément une solution que tu dois connaître. C'est une solution très française, mais peut-être. Je connais un peu si je suis pas mal LGM et un petit peu plus focus sur l'automatisation LinkedIn. C'est vraiment le focus à eux. Nous, on est beaucoup plus focus sur tout du top of the funnel au booking. Alors, on fait ce qu'ils font d'un côté, mais il y a d'autres fonctionnalités. Ok. Et puis je pense qu'il y a une approche qui est approche chez les segments un tout petit peu différent. Et tu me corriges si je me trompe évidemment, Jean-Pierre. Il y a une approche LGM qui va être plus côté, on va dire grosse, enfin personnes qui vont gérer les campagnes, et une approche qui va plus être on va aider le commercial à créer des séquences intelligentes un petit peu côté Zelic. On a plus ce rapport-là. Donc, Ouais, ça aussi, c'est vrai. Nous, on est très focus aussi sur le côté équipe vente. Bien sûr, les côtés growth marketing peuvent utiliser Zelic, mais vraiment, le focus est super sur sales. Il y a plein de fonctionnalités qui sont focus pour aider les équipes de sales à performer. ça va être le moment pour nous de terminer. Si on a envie de te poser des questions, Jean-Pierre, où est-ce qu'on peut te contacter? Vous pouvez me connecter directement sur LinkedIn si vous voulez. Je suis tout le temps content de vous accepter. On peut en discuter. Jean-Pierre Boutin. Et puis, je donne pas mon téléphone puisque c'est un téléphone colombien, alors ça sert à rien. Voilà. Ok, au top. Et pour répondre aux questions qui étaient posées, on diffusera la présentation. On vous renverra par email dans les jours prochains pour les personnes qui ont pu assister. Et aussi, on mettra la présentation, enfin le webinar sur la chaîne YouTube Faro. Donc, vous pouvez la retrouver directement et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. On va faire de plus en plus de contenu sur la partie outbound. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est la meilleure manière de pouvoir rester informé sur ce qu'on va faire. Essayer de faire des choses assez chouettes. Donc voilà. Écoute, c'était un plaisir, Jean-Pierre, de pouvoir le faire avec toi. J'espère que tu as pris Merci, du Alexis. plaisir. Ouais. Non, c'était super cool. Merci pour l'invitation. C'était très bien de parler avec toi et avec tout le Merci. monde qui a bien participé. Et aussi, ben, je vous invite, moi, à que vous connaissiez un peu plus de Faro sur le site web et de Zelic, si vous voulez faire des free trials ou parler à quelqu'un sur le site web aussi, on peut le faire. Super, parfait. Merci Laura pour le lien de la chaîne, le lien de le profil de Jean-Pierre, c'est trop gentil. Et, il reste à vous souhaiter une bonne soirée et puis merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tous. Ciao. Adios.